Alors, ce soir, nous allons parler des starseeds. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Après, nous, on a déjà parlé de certaines choses. Ça va vous revenir quand on va avancer dans le live. Coucou Véro, comment ça a été tes vacances? T'es déjà parti? Je sais que tu partais en septembre, mais je sais plus si c'était fin août ou début septembre. Comment vas-tu, Véro? Donc, les starseeds, vous verrez qu'il y en a de plusieurs sortes. C'est pas un rapport avec les galaxies. Alors, les starseeds, si ça a à voir, ce sont des âmes venues des étoiles. Mais le terme starseed, ça veut dire semence d'étoiles en français. Je parle cette semaine, il me semblait bien. Et ça fait référence à des êtres qui sont spirituels, qui se sentent originaires d'autres planètes, de galaxies ou de dimensions. Et selon cette croyance, justement, ces âmes se seraient incarnées sur Terre pour participer à un éveil spirituel et à l'évolution de l'humanité. C'est enraciné dans les courants du New Age, mais cette idée interroge quand même le rapport à l'univers, à notre mission de vie, à des origines plus vastes que notre condition terrestre. Alors, où c'est intéressant, hormis le fait que on parle de New Age encore, après tout est mis, toutes théories sont mises au niveau du New Age. Mais c'est aussi parce que ça a émergé dans les années 1970 avec justement des mouvements, des figures de mouvement du New Age tels que Brad Steiger. C'est un auteur américain dans les domaines de la spiritualité, de la vie terrestre, des phénomènes paranormaux. Donc du coup, c'est devenu un terme New Age. Coucou Stella, comment vas-tu? Mais il faut savoir que Stenger avançait que certaines âmes donc, étaient venues sur Terre et elles n'étaient pas d'origine humaine, mais provenaient d'ailleurs dans le cosmos. On va en parler pourquoi? Parce que on a déjà parlé des êtres de Vega, on a déjà parlé des Pléiadiens, on a déjà parlé des Anunnaki, et en fait, tout se rejoint, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que justement, les personnes qui ont vécu des rencontres avec les Pléiadiens ou avec les êtres de Vega, qui font partie, si mes souvenirs sont bons, des Syriens, de Alf aussi, oui exactement. Moi j'en veux bien, si vous en trouvez un petit Alf, je le veux bien. Après je l'habituerai à vivre avec les chats, et puis c'est tout. Les personnes qui se reconnaissent comme étant des starseeds, tu penses quoi de ces bugasphères? Je vois des vidéos partout. Alors je sais pas du tout c'est quoi. Mais du coup c'est des âmes humaines ou d'autres espèces. Alors ce sont des âmes qui s'incarnent sur Terre dans un corps mais qui viendrait d'une autre planète. Coucou Justin. Voilà, il faut lui changer ses habitudes alimentaires, c'est ça. Alors, je sais pas du tout c'est quoi les bugasphères, donc si tu veux m'en envoyer une, je regarderai, ou si tu veux en mettre une dans le Discord, dans le salon paranormal, je regarderai, parce que je sais pas du tout. Après, j'ai peut-être vu et que le terme ne me dit rien. Donc, n'hésite pas à m'envoyer. Donc, les personnes qui se reconnaissent comme étant des starseeds sont souvent un ensemble d'expériences. Elles décrivent des expériences bien particulières et elles ont des ressentis qui transcendent le quotidien. Oui, sauf que les reptiliens, ils ne sont pas nécessairement venus pour faire du bien. Ce sont des sphères métalliques, un truc du genre, non? C'est possible. Je sais pas du tout c'est quoi.
Après, comme dans tout, hein, il faut savoir qu'il y a des bons et des méchants, et dans les extraterrestres, c'est exactement la même chose. Ici, on va parler plus d'un côté meilleur, enfin, d'un bon côté, allez, je vais dire comme ça. Donc, les personnes qui sont dites starseed ont un sentiment de décalage ou d'étrangeté vis-à-vis du monde terrestre. Elles ont une intuition qui est extrêmement développée, elles font des rêves prophétiques ou elles ont des perceptions extrasensorielles. Elles ont une fascination pour l'univers, pour la Lune, les étoiles, la science-fiction, les civilisations anciennes ou la technologie avancée. Donc ça peut être les deux. Et elles ont un désir très puissant d'aider les autres, de contribuer au bien commun. D'accord, j'irai voir. Non, ça n'a rien à voir. Euh, D'aider les autres, mais aussi d'apporter de la guérison aux âmes, mais aussi de les éveiller. De les éveiller dans le sens de leur faire comprendre certaines choses afin de pouvoir continuer à évoluer. Ces âmes ont une conscience multidimensionnelle et parfois elles sont accompagnées de souvenirs de vies passées hors de la Terre. Pourquoi tu parles de moi en live, Lily? C'est privé tout ça. Justin. Je reconnais que vous êtes sûrement beaucoup à vous reconnaître. J'avoue. Ce type de profil qui est psychospirituel s'observe aussi, coucou Choupi, euh, dans certaines traditions ésotériques ou chamaniques qui évoquent la plura- pluralité, on va y arriver, des âmes. Et c'est pour ça que ça peut vous parler, parce qu'on parle de plans d'incarnation. Donc les origines stellaires, hein, des systèmes aux vibrations spécifiques, il faut savoir que selon les enseignements qui sont liés au starseed, les âmes viendraient de différents systèmes stellaires. Et chacun est associé à des qualités qui sont énergétiques mais qui sont toutes particulières. Alors je vais vous les détailler après, mais je vais d'abord vous les donner comme ça. Nous avons les Pléiades qui sont porteurs d'amour inconditionnel, de l'harmonie, de la guérison et des énergies féminines sacrées. Vous avez les Sirius, associés à la sagesse antique, aux connaissances ésotériques et aux civilisations avancées, comme l'Égypte ancienne. Vous avez les Arcturus, qui sont connus pour leur haut niveau de technologie euh, et de maîtrise énergétique. Quand je parle de technologie, ce sont des technologies spirituelles, bien évidemment. Puis vous avez Andromède, Vega, on a déjà parlé des êtres de Vega, Lyra, qui sont d'autres foyers stellaires évoqués comme des lieux d'origine d'âmes anciennes à forte vibration. En effet, quand on a parlé, puisqu'on parle des êtres de Vega, puisque quand nous avons parlé de Pierre Monet et qu'il parle des êtres de Vega, ce sont des êtres qui sont là dans l'amour et qui ont une vibration donc positive, puisqu'ils sont là pour aider les humains. Ces systèmes, bien incompréhensibles physiquement à ce jour, sont perçus par les starseeds comme des familles d'âmes ou des matrices de conscience originelles. On a aussi, oui, Goldorak qui vient des êtres de Vega, c'est exact.
qui vient de la planète Vega. Et quand il parle de la Terre, il parle de la planète bleue. Euh, alors, l'incarnation des starseeds sur Terre n'aurait rien de fortuit, parce que leur mission serait donc multiple. D'abord, ils sont venus pour élever les fréquences vibratoires de la Terre et des êtres vivants, surtout quand les fréquences vibratoires sont en train de descendre à cause justement de certaines situations sur Terre. Ils sont là aussi pour aider à guider l'humanité hors des systèmes de peur, euh, comment et aussi des systèmes de dualité et de matérialisme excessif. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que, en fait, il faut d'abord, avant tout, ne pas penser qu'au matériel, mais penser au restant, parce que de toute manière, une fois qu'on n'est plus là, que notre corps physique n'est plus là, notre âme, elle reste, mais que ferait-on du matériel une fois qu'on n'est plus là? Le matériel ne nous sert plus à rien. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas se focaliser rien que là-dessus. Ils sont là aussi pour participer à l'éveil des consciences, en semant les graines d'une nouvelle spiritualité qui est fondée sur l'amour, la coopération et la souveraineté intérieure. Ils sont là aussi pour apporter des idées novatrices dans les domaines de la science, de l'éducation, mais aussi du développement personnel. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes vont se reconnaître avec cette façon de voir les choses, parce que beaucoup sont dans, dans l'éveil, beaucoup sont dans l'amour, beaucoup aimeraient aider tout le temps les autres, ils feront passer les autres avant eux-mêmes. Euh, on peut avoir des idées nouvelles, forcément dans des domaines bien précis, justement pour aider autrui. Donc voilà. Qu'est-ce qui est dit là plus haut? Attends, Jérôme, je vais te regarder après. Euh, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment de temps ce soir. J'ai pas vraiment de temps. T'as pas vraiment de temps, mais enfin. J'ai vu un truc bizarre, Lily. Il y a quelques nuages et du ciel bleu cet après-midi. J'entends un avion. Je prends l'appareil photo, je zoome sur lui et je le vois super bien avec le zoom. Puis il entre dans un nuage et du coup je dézoome, je regarde avec mes yeux et je ne l'ai jamais revu sortir du nuage alors que de l'autre côté du nuage le ciel était bleu. Je n'ai rien compris. Ah, ça, j'avoue que c'est un phénomène troublant. Était-ce bien un avion? Ma question. On est en droit de se poser la question. Le temps, ça se prend. Quand on veut, on peut. C'est vrai. C'est vrai, ça, Justin. Oui, oui, tout blanc, comme un avion de ligne, mais juste tout blanc. Étrange. Normalement, il aurait dû... Sauf s'il a dévié de sa route, mais tu l'aurais vu, non? D'ailleurs, en mars, en 2026, on va devoir faire de la place dans les hôpitaux. Ouais, mais ça, ils avaient déjà dit, mais il n'est pas parti en direction de l'arrière du nuage, et du coup, le nuage le cache. Oui, mais de l'autre côté, tu vois, tu as le ciel bleu, puis tu as le nuage, et puis tu as le ciel bleu.
Normalement, quand l'avion il passe dans le nuage, il doit ressortir de l'autre côté, ou passer à droite, ou passer à gauche, si par exemple il dévie. Ça dépend aussi du soleil. Après, s'il ne laissait pas de traces derrière lui, il a tourné, il a suivi le nuage. Oui, c'est ça, il est resté dedans. Je sais pas, j'ai pas de réponse. J'ai jamais vu vraiment un avion. Après, parfois je les regarde, mais quand je les regarde, c'est bien souvent qu'ils ont des traînées. Mais il allait plus vite que le nuage. J'avoue, j'avoue. Le nuage était fixe. Je sais pas du tout. Si tu vois encore un truc comme ça, filme-le. Donc cette mission ne passe pas forcément par des actes spectaculaires. Parfois, le simple fait euh, d'incarner une vibration différente est déjà un acte de transformation, un éveil progressif. Si l'avion va par l'avant, gauche ou droite, un peu oblique, et qu'il change de trajet, le temps qu'il est caché avec le nuage, j'en sais pas si c'est clair. Il se passe de trucs. Oui, mais après, tu sais, Ryan, entre tout ce qu'ils disent et... C'était là. Donc la plupart des starseeds vivent leur vie sans se souvenir de leurs origines jusqu'à certains points de bascule et éveil qui peut être déclenché par plusieurs choses. Alors, je sais que c'est exactement la même chose pour les humains. Les âmes incarnées ne se souviennent pas nécessairement de leur vie antérieure, sauf parfois pour de certaines façons euh, diverses et variées. Par exemple, elles peuvent s'en souvenir grâce à l'hypnose ou avoir des rappels de déjà-vu, etc., des synchronicités. Donc, du coup, oui, ça peut être interpellant. Alors, quels sont ces points? Oui, ou des rêves, bien sûr, des expériences de mort imminente, etc. Ces points sont les suivants. Il y a des crises existentielles ou spirituelles qui peuvent leur permettre de revenir sur des points de bascule, tout simplement. Et l'éveil peut être déclenché par des crises existentielles ou des crises spirituelles. Ça peut être aussi par des synchronicités qui sont marquantes, des expériences de contact avec d'autres dimensions ou et, parce que ça peut être les deux, des expériences de mort imminente, des rencontres décisives avec des communautés ou avec de la lecture qui résonne profondément, des rencontres décisives avec des enseignants, etc., etc. Au fur et à mesure, ces âmes commencent à se reconnecter à leur essence véritable, ce qui transforme leur vision du monde et leur façon d'agir au quotidien. C'est là que ça va basculer en fait. Et le concept des starseeds peut être perçu littéralement comme une croyance en des origines extraterrestres qui sont réelles ou même symboliques, comme par exemple un archétype, ouais, un archétype, c'est comme ça que ça se dit, euh, comment spirituel par exemple. Mais il y a quand même
bien évidemment les scientifiques hein, qui ont essayé de faire le lien et ils disent que d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune preuve concrète qui appuierait l'existence d'âmes venues d'ailleurs. Euh, Néanmoins, sur le plan personnel ou sur le plan psychologique, de nombreuses personnes trouvent dans ces explications un sens profond à leur vie et à leur sensibilité exacerbée. En parlant de d'autres dimensions, t'as vu, il y a un peu partout la vision de villes, ponts au-dessus des nuages. Certains pensent qu'il y aurait une sorte de faille d'un monde parallèle. Oui, ça avait déjà été vu plusieurs fois. Ça a même été interprété comme étant de la vapeur d'eau, que c'était des pareidolie, etc., etc. Donc voilà. Nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, ni dans l'univers, ni dans notre désir de construire une réalité fondée sur la paix, la conscience. Vous avez un bug. C'est revenu. C'est l'orage, hein. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Certains ne sont pas seuls dans leur tête. Pourquoi? Je sais pas, j'ai eu un chargement. C'est possible, il y a de l'orage. Moi, j'ai pas eu de baisse de. Non, ça me dit pas où j'étais. Vous n'avez pas entendu. Je vous disais, le concept des starseeds peut être perçu littéralement comme étant une croyance en des origines extraterrestres qui seraient réelles. D'un point de vue scientifique, eh bien, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de preuve comme quoi c'est vrai, mais il n'y a pas de preuve non plus comme quoi ce n'est pas vrai. Après, on peut rester connecté avec l'idée que les âmes, et ça on l'avait vu avec les Anunnaki, que les âmes seraient venues de plus loin que les frontières terrestres et qu'on est peut-être juste des voyageurs de l'âme et qu'on est venu semer des graines meilleures dans un monde qui en a besoin. Donc dans un monde de mutation, eh bien ces récits nous rappellent quand même que nous ne sommes pas seuls, ni dans l'univers, ni dans notre désir de construire une réalité fondée sur la conscience, sur la paix, sur la lumière et sur l'amour. C'est le fameux peut-être bien que oui, peut-être que non. C'est ça. Est-ce que tout ce que l'on tout ce, tout ce qu'on croit au niveau de l'âme, sa réincarnation, etc. Est-ce que cette âme va bien? euh, Comment est-ce que je vais vous dire ça? Est-ce que cette âme a l'incarnation? Est-ce que c'est bien une incarnation humaine ou alors est-ce que c'est une incarnation d'une âme?
de diverses races dans un corps humain pour venir apporter amour, paix, etc. J'ai lu un truc comme ça, que des êtres avaient ensemencé la terre en envoyant des graines. Oui, ça c'est imagé. Coucou Echo, comment va Echo? Alors, maintenant, on va parler euh, de ces entités extraterrestres. Maintenant que nous avons résumé, c'était quoi les starcides? Les starcides reprennent tout ce dont on va parler ce soir. La première, ce sont les Pléiadiens. On a déjà parlé un peu des Pléiadiens. Ce sont des messagers d'amour et de compassion. On en avait déjà parlé en live. Et les Pléiadiens viennent de la constellation des Pléiades. Et ce sont des starcides qui ont une énergie douce et bienveillante. Ça va, merci Echo. Il y a eu mal donne sur les incarnations depuis des années parce que l'amour, etc., comment dire que c'est pas vraiment ce que l'on a. Non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des personnes qui sont dans cet amour-là. Donc, c'est pas parce qu'il y en a qui ne le sont pas qu'il y en a. Enfin, c'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas d'amour, qui ne donnent pas de l'amour, mais qui préfèrent donner de la haine. Après, c'est un peu normal parce que avec tout ce qu'on en voit, et ça, on en a parlé quand on a parlé de la négativité par rapport euh, à Internet, etc. euh, on a tendance à envoyer toujours de la haine ou de juger les gens de par leur façon d'être, de leur poids, de la couleur de leurs cheveux. Et ça, je vous jure que c'est vrai de vrai. Je parle en connaissance de cause, de leur façon de s'habiller, de leur façon de se maquiller, etc., etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaye en général et ça même avec Tony, on vous le dit souvent, de rester dans cette énergie d'amour, même si on vous fait quelque chose de mal, eh bien, c'est normal de répondre, c'est normal de dire ce qu'on le ressent parce que ça fait partie de nos émotions. Et nos émotions, on est obligé de les sortir, mais on peut le faire sans être méchant. On l'a déjà vu de plein de façons diverses et variées. Et malheureusement, le monde préfère la méchanceté, le lynchage, le harcèlement, la violence, plutôt que cela. Et ça, c'est vraiment dommage. Les traits principaux des Pléiadiens, ce sont des empathes. Ils ont une intuition qui est extrêmement élevée et ils sont connectés, bien évidemment, à l'amour et au cœur. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à rester dans l'énergie de l'amour, mais j'essaie de me raisonner. Ça dépend. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans la haine ou la méchanceté gratuite? Rien du tout, en fait. Demandez-vous ce que ça vous apporte. Alors, la mission qu'ils ont, les Pléiadiens, c'est d'apporter l'amour, bien évidemment, d'enseigner la puissance de la compassion. Et leur signe, c'est la sensibilité émotionnelle, l'attirance pour tout ce qui est plantes, tout ce qui est naturel. Et revenir à la base, en fait, car la violence est directe, le fait de parler et d'expliquer prend du temps, et on n'a plus le temps malheureusement. Oui, ben moi je préfère prendre le temps.
Sortir ses émotions, oui, comprendre pourquoi. C'est important aussi parce que la colère, la peur, la peine sont là pour nous dire de se bouger le postérieur pour atteindre la joie. C'est ça. Mais tu as bien fait. Moi, je vous aime. Qui dit Justin? Attendez, j'ai un bug. J'ai eu un bug de live, attendez. Euh, oui, j'avais un bug. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Je ne sais plus. Je sais plus ce que je disais. Oui, oui, je sais que tu parles de toi. Tu parles du monde actuel, oui, je suis d'accord. Euh, ah oui, je voulais lire le commentaire de Justin. Moi, je vous aime beaucoup et je vous souhaite tout le bien et le bonheur de ce monde et des prochains. Merci, c'est gentil. Toi aussi. Plein de positivité et d'amour. Donc, les Pléiadiens, ce sont des êtres humanoïdes fictifs décrits dans l'ufologie et dans les croyances New Age comme originaires de euh, l'amas stellaire des Pléiades. Ils sont souvent représentés comme étant grands, avec une peau claire, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, et ils seraient des guides spirituels in- intéressés par la paix sur Terre. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit de créations de l'imagination et de la culture populaire et qu'il n'existe aucune preuve scientifique de leur existence, sauf qu'il y a eu des témoignages de personnes ayant rencontré les Pléiadiens justement. Mais ces témoignages, vous le savez comme moi, que comme ce sont des témoignages assez anciens, ils n'étaient pas pris au sérieux. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si vous rencontrez un extraterrestre et que vous le dites, ça sera pris plus au sérieux. Il y en a qui vont vous prendre pour un fou, mais il y en a qui vont vous prendre au sérieux, même si c'est pas vrai. Et dans le passé, on l'a vu quand on avait regardé l'émission, rappelez-vous, avec De Chavannes, quand Monsieur Monet est venu raconter son témoignage, tous ceux qui étaient sur le plateau riaient de ce qu'il disait. Mais il est quand même resté fixé sur son histoire et sur ce qu'il racontait. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais changé sa façon de raconter ce qu'il avait vécu. Et il faut savoir que quand il a vécu ça, il était jeune, il habitait tout près d'Orange, en France, et il n'a jamais cessé de parler et même d'écrire aussi, puisque il a écrit des livres. Alors bon courage pour les trouver. Il a écrit quand même des livres pour raconter ce qu'il avait vécu, euh, comme pas mal de personnes. Mais bien souvent, tous les témoignages ont toujours... Oui, c'est ça, Choupi. Bien souvent, ils n'ont jamais été pris comme étant au sérieux. Ouais, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une fois sur YouTube, ce live. Il est dans mes lives YouTube. Et puis je l'ai refait avec vous et je pense que je l'avais remis sur YouTube. Alors, ils sont donc comment ils sont donc considérés comme étant des êtres spirituels, des êtres sages, apportant des messages sur l'évolution de l'humanité, sur la durabilité environnementale et sur la paix mondiale. C'est toujours pareil. Comment être sûr de ce qu'on raconte?
puisque pas de preuve de l'existence ou de l'inexistence. C'est ça. Après, il faut être vachement... avoir énormément d'ego pour croire que nous sommes les seuls êtres dans les systèmes qu'il y a. Oui, les gens ont peur, je suis d'accord avec toi, mais ils aiment aussi se faire peur. Je vais te donner un exemple, Stella. On fait du paranormal. Quand on fait des choses paranormales avec Nancy, on essaye de suivre notre ressenti et de vous donner quelque chose de vrai, de véridique. Pas vous faire des trucs olé olé, de fake, etc. Et il y en a, ils font que ça. J'en ai encore vu hier, donc c'est pour vous dire. Il y en a, ils ne font que ça. Et les gens, ils aiment ça. Ils adorent ça. Et ça, c'est là que c'est le problème. Et c'est exactement la même chose en ufologie. Quand, si jamais il y a des gens qui racontent une histoire d'un vécu qu'ils ont eu, on ne les croira pas. Mais si vous racontez une histoire olé olé, comme quoi on vous a torturé, etc., que vous montrez que vous avez des coups, des trucs comme ça, on va vous croire. Parce que ça paraît démentiel, etc. Alors que moi, je trouve que c'est mieux de raconter une histoire qu'on a vécue, justement. Ça, oui, Lily. Mais on peut avoir 100 000 témoignages de personnes qu'on ne connaît pas. Déjà, quand on pense connaître bien les gens, on se rend compte qu'elles ne sont pas comme on le croyait. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais oui, voilà, il faut du sensationnel. Il faut être gravement ingrat hein, pour se dire euh, ah, en fait, non, il n'y a que des humains, les extraterrestres n'existent pas. Donc, les Syriens, ce sont les gardiens des vérités ancestrales. Ils ont un esprit qui est mystique, ils ont la fascination aïe, pour l'occulte. Euh, et les temps anciens, leur mission, c'est de transmettre des enseignements spirituels profonds et de guider les autres dans leur réveil. Leur signe, c'est les passions pour les civilisations anciennes et ils ont le sentiment d'avoir une mission sacrée. Les Syriens se nomment aussi les Napoléens et appellent leur maison no, excusez-moi, euh, Noplia. Ils sont une race ancienne et puissante et vivent chacun depuis des millions d'années et comme les autres créés par les Elohim, ils vivent sur les étoiles de leur système qui sont des planètes de densité supérieure. Les Syriens sont des membres principaux de la Fédération galactique et sont amis avec les Pléiadiens depuis des millions d'années. Ah, là, moi, j'ai plus de bugs. Ils font partie des 5 ensemenceurs originaux de la vie humaine sur Terre et ils s'incarnent en tant qu'humains dans la troisième dimension, au troisième rang, derrière les Pléiadiens et les Arcturiens. C'est bon, c'est revenu. Oui, j'avais fait une pause. Euh,
Leurs vaisseaux sont vus en troisième position derrière les Pléiadiens et les Arcturiens. Ils sont également considérés comme la troisième race d'Élohim, la plus puissante derrière les Pléiadiens et les Arcturiens. Celle-là, retrouver c'est stable. Profitons-en. Je vais devoir faire une vidéo pour YouTube parce que si je dois mettre toutes les coupures qu'on a eues ce soir, ça va être infernal. Les Syriens les plus connectés à la Terre ressemblent beaucoup aux humains, avec quelques différences quand même. Ils sont plus grands, ils mesurent en moyenne 1,80 m. Ils ont des visages d'apparence humaine, avec une peau claire et pâle, et leur tête serait légèrement allongée, mais pas autant que celle de certains autres extraterrestres. Ils peuvent avoir des cheveux ou sont complètement chauves. Voilà, Jojo est un Syrien. Leurs yeux sont d'un bleu très sombre et sont tournés vers le haut dans les coins extérieurs. Leur nez est petit et fin. Il existe d'autres types de Syriens et ça va vous parler. Ils sont liés au système aquatique, tout comme les dauphins et les baleines, mais la plupart de nos informations se concentrent sur les Syriens humanoïdes. Et quand je vous parle d'espèces aquatiques, il y en a même qui pensent que allez, je cherche après le nom. Les... Allez, ceux qui vivaient sous l'eau. Oh, je reviens un peu sur le nom. Les Atlants pourraient faire partie justement de cette race-là. Oui, voilà. Caro aussi, hein. Elle est grand, les Atlants, oui, c'est ça. C'est ça. Les Syriens vivent dans des bâtiments ouverts partagés par de nombreuses familles et ils aiment les zones avec les arbres et les jardins. Ils ont comment ils ont besoin d'être en connexion avec les animaux qui se promènent librement où ils vivent. Et ces gens méditent en groupe et ils aiment les beaux jardins fleuris, etc. Alors on ne m'a rien dit. Quoi, Caro aussi. Non, je ne parlais pas du strabisme. Je parlais que tu étais grande aussi et que tu avais aussi la peau claire qui rougit au soleil. C'est ça que je disais. C'est toi qui as parlé du strabisme. Alors, c'est là que ça va vous parler. Les Anunnaki syriens et les anges déchus. Dio est le Syrien qui s'est rebellé contre la Fédération galactique et a conduit un grand groupe sur Terre pour manipuler et contrôler l'humanité. Je ne parlais pas du strabisme. Il était connu sous le nom de Enki, ou d'Apollo, ou Seth, ou Lucifer. Le frère de ce dernier est le commandant syrien Ashtar, et la majorité des Anunnaki qui ont suivi cet ange puisqu'il est considéré comme étant un ange déchu, sur Terre, étaient des Syriens avec un certain nombre d'Orion, parce que sur les planètes d'Orion, il y a aussi comment
non, Enki. Enki, Enki. Enki. On en a parlé avec les Anunnaki. Je vous rappelle que Enki, avec les Anunnaki, il avait créé les êtres humains à la base pour que les êtres humains soient leurs esclaves, mais il n'avait créé qu'une seule et unique, qui était l'homme, et il vivait très très vieux. Et après, ils ont créé une femme. Et du coup, comme il y avait trop d'enfants et qu'il y avait une peuplade trop grande, ils ont diminué l'âge des humains. Et c'est pour ça que les humains vivraient moins longtemps de par, je vous synthétise, hein, ce dont on avait parlé sur les Anunnaki. Et les, les femmes Anunnaki auraient servi de couveuses pour, euh, pour créer les êtres humains. Euh, les Anunnaki ont souvent été dépeints comme les deux faces des histoires mythologiques et religieuses, tandis que les visiteurs vraiment bienveillants étaient moins mis en avant ou étaient cachés. Et c'est là qu'on parle de la planète de Nibiru, où cette planète, c'est la planète justement euh, qui est utilisée dans les documents historiens sumériens, parce que le terme Nibiru a été mal traduit pour décrire une planète en mouvement, mais il fait en réalité référence à un vaisseau mère syrien. Et Nibiru, justement, serait l'endroit où vivaient les Anunnaki. C'est-à-dire que si c'est un vaisseau mère syrien, eh bien, ça, ça, ça voudrait dire que les Anunnaki seraient des Syriens qui n'auraient pas suivi le projet Lambda, mais qui auraient suivi le dieu Enki. Les Syriens venaient et repartaient sur des vaisseaux mères lumineux qu'il était impossible de distinguer des étoiles ou des planètes en mouvement, et Nibiru a été utilisé par des sources frauduleuses pour susciter la peur d'une force destructrice. Parce que en disant que ce n'est pas une planète, mais en disant que c'est un vaisseau mère géant, eh bien, c'est encore une histoire pour créer la peur, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de parler justement des Syriens et de faire le lien avec ce dont on a déjà parlé au niveau des Anunnaki dans un live. Le live est toujours sur la chaîne ici, sur la chaîne Twitch. Je ne l'ai jamais retiré. En plus, il y a un documentaire qui va avec. Sur YouTube, j'ai remis le live, mais j'ai dû couper la vidéo. On en a déjà vu. On en a déjà vu des vaisseaux. Quant à dire s'ils sont vrais ou pas. Parce que je vous rappelle quand même qu'ils sont capables d'envoyer des hologrammes aussi. Oui, en effet. Les Arcturiens, ce sont les architectes de l'évolution. Et eux, ils sont très intelligents. Ils ont un esprit d'analyse très très, comment je vais dire, très sensibles. Et ils sont très connectés avec tout ce qui est futuriste. Ils aiment introduire des innovations, des solutions pour élever la conscience collective. Ils sont connectés avec toutes les technologies de guérison. Et ils sont capables de comprendre des concepts extrêmement compliqués et complexes. Cette espèce extraterrestre, c'est la plus évoluée de notre galaxie et des gardiens de la Terre.
Oui, moi j'ai les yeux bruns. Euh, Lorsque nous pensons à Dieu, ça c'est pour les croyants, mais quand nous pensons à l'univers, euh, à la source, on imagine souvent un architecte unique responsable de toutes les constructions connues ou inconnues de l'univers. Bien que ce concept est assez intuitif et plausible, bien évidemment, il reste encore beaucoup de place pour d'autres divinités ou des dieux de moindre importance dans cette équation. Et c'est ainsi que, avant de chercher le concepteur tout-puissant et l'omniconscience de l'univers, nous devons d'abord passer par les hiérarchies d'entités inférieures qui gouvernerait la Terre et la galaxie. Les Terriens ont prêté allégeance à de nombreuses divinités au cours des derniers millénaires. Et en échange de leur loyauté, ces êtres dits supérieurs ont façonné notre évolution en conséquence. C'est vrai, vous avez les mythologies diverses et variées. Vous avez la mythologie celte, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne. Vous avez des mythologies au niveau asiatique. Il y en a partout. Si on accorde le fait que toutes ces mythologies, on pourrait dire que tous ces dieux qui ont été vus seraient des extraterrestres, alors ils auraient plein de noms différents, de titres différents, et ce serait entre guillemets la preuve d'une implication dans un autre monde à travers notre monde à nous, bien que les croyances dominantes ne reconnaissent pas directement ces actions-là. La hiérarchie extraterrestre détermine le niveau d'implication que chaque espèce, je vais y arriver, est autorisée à exercer sur Terre. Les Arcturiens, c'est une espèce extraterrestre très évoluée qui s'occupe de la Voie lactée. Ils ont transcendé les quatrième et cinquième dimensions et ont développé des corps éthériques capables de percer le temps et l'espace-temps. Celui qui nous a fait connaître cette espèce bienveillante d'extraterrestres, c'est Edward Casey. C'est un médium renommé du XXe siècle qui est connu comme le phénomène endormi pour ceux qui ont lu les lectures psychiques précises de l'au-delà, ainsi que sa capacité à trouver des remèdes aux maladies des gens. Après avoir connu, après avoir, non pas connu, mais avoir communiqué, voilà, par télépathie avec les Arcturiens, euh, Edgar Cayce a reçu de précieuses connaissances sur leurs origines, sur leur nature, sur leur objectif, sur leur idéologie qu'il a ensuite partagée avec le reste du monde. Exactement comme Monsieur Pierre Monet a fait avec les êtres de Vega. Tout simplement. Alors, pourquoi comment alors à quoi ressemblent vraiment ces êtres venus d'ailleurs, évolués? On dit aussi qu'ils font entre 1 mètre et 1 mètre 80. Euh, on dit que leurs yeux sont ovales et classiques, que leur peau est vert bleuté, donc rien à voir avec notre peau à nous. Ils n'ont que 3 doigts
par membre et peuvent faire des choses terribles en utilisant uniquement leur esprit. C'est à peu près leur forme naturelle, mais comme ils sont les maîtres de la voie lactée, ils peuvent passer de l'état éthérique lorsqu'ils vont d'un royaume à l'autre. Au cours de leur vie, ils effectuent un puissant voyage spirituel et du coup, ils protègent les terriens contre d'autres extraterrestres qui seraient néfastes et qui voudraient avoir la Terre. Ils ont un pouce opposable. Ils n'ont que 3 doigts. Les Arcturiens ne se nourrissent pas normalement comme les Terriens. Ils absorbent les formes d'énergie positive. Ils ont l'intellect le plus évolué et ils restent l'espèce d'extraterrestre la plus attentionnée et la plus aimante. Ils mangent du ragoût d'humain. Non, ils se nourrissent d'énergie positive, c'est-à-dire quand on envoie de l'énergie positive, ça les nourrit. Non, ils n'aiment pas la viande humaine. C'est des cannibales, ceux qui... Non, c'est pas ça. J'ai pas dit qu'ils mangeaient les êtres humains. J'ai dit qu'ils mangeaient les formes d'énergie positive. Et c'est sûrement pas avec les humains qui seraient positifs, hein. Ils auraient des fameuses indigestions, moi je te le dis, hein. Avec le peu de positivité qu'il y a aujourd'hui. Non, ce qui les nourrit, c'est l'énergie positive. Oui, voilà, ils vont surtout crever de faim, là. On est d'accord. Les Andromédiens, qui sont les explorateurs de la liberté cosmique. Eux, ce sont des âmes libres et des âmes aventureuses. Ils sont indépendants, en quête de justice, en quête d'amour pour la diversité. Ils vont vouloir promouvoir la liberté, l'égalité, euh, l'unité dans la diversité. Ils ont un désir profond de voyager et ils ont un intérêt tout particulier pour les causes humanitaires. Qui bouffent les humains? Les reptiliens. Les êtres humains mangent les êtres humains. Caro. Il existe de nombreuses hypothèses sur le nombre d'espèces extraterrestres dans l'univers et de nombreux ufologues, des personnes enlevées et même des représentants de gouvernements affirment avoir vu des soi-disant frères cosmiques dans, euh, dans l'espace. Alex Collier est le seul contacté à fournir des informations détaillées sur les extraterrestres d'Andromède. Il a évoqué l'impact de diverses espèces extraterrestres sur la race humaine. Et pourtant, intéressez-vous aux écritures de Jacques Attali. Si vous avez le cœur, hein. De nombreux ufologues considèrent que Collier est digne de confiance parce qu'il s'efforce de transmettre de la manière la plus complète possible des informations reçues lors de ses contacts. Sauf qu'il n'a pas été le seul à le faire. Jusque c'est, il a été pris au sérieux, tout simplement. Il a commencé à faire l'expérience de contacts extraterrestres dans son enfance jusqu'au milieu de son adolescence. Et après que l'expérience ait commencé à s'estomper pendant plusieurs années, incluant le service militaire dans l'armée américaine,
Le contact a repris en 1985. Donc de son adolescence jusqu'en 1985, il n'a plus de contact. Selon lui, il a rencontré deux andromédiens qui sont devenus ses mentors. Il a été emmené à bord d'un vaisseau, dont le vaisseau mère, et là, il a étudié pendant 3 mois avec eux. Ils lui ont donné des informations sur la spiritualité cosmique, sur la vie dans l'univers et l'histoire galactique de la Terre. Et ils sont l'une des milliers de races extraterrestres qui existent. Ils font partie euh, d'une race parmi tant d'autres. Ils sont humains. Coucou, gros charou. Et certains d'entre eux sont aussi très grands et peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. Cependant, à la suite de la guerre, leur étoile aurait explosé, obligeant l'humanité à se disperser dans différents endroits de la galaxie pour survivre. Collier explique que les différentes teintes de la peau sont dues à différents ADN et à l'exposition à différentes étoiles, ce qui veut dire que leur peau change de couleur selon l'endroit où ils vivent. Cette civilisation, peu importe où elle vit dans la constellation, a un seul gouvernement et ça fait 4700 ans qui sont plus... Enfin, non, c'est pas comme ça que je vais dire. Ils sont plus avancés de 4700 ans par rapport à nous au niveau spirituel et 5000 ans au niveau technologique. C'est des caméléons, oui, c'est à peu près ça. Cependant, ce sont eux qui maintiennent un équilibre entre la spiritualité et la technologie. Ils utilisent la technologie juste pour pouvoir développer ce qui est spirituel en fait. Ah mais ça doit être pour ça que je deviens rouge ou bleu selon je... C'est possible. Tout ça, ce sont les explications de Monsieur Collier. Il va aussi expliquer que dans la quatrième dimension, il y a une conscience collective parce que chaque télépathe peut lire les pensées des autres. Chaque personne est réelle, transparente et sans arrière-pensée. Et en rentrant dans cette dimension, l'être devient clairvoyant parce que les systèmes et les champs énergétiques peuvent être vus dans cet état de conscience. On a déjà parlé de la 3D, de la 4D et de la 5D. Les créatures d'Andromède n'ont pas vécu dans une société manipulée comme la nôtre. Ils sont télépathes, ils sont clairvoyants. Repose-toi bien, choupi, des gros bisous, prends soin de toi. Et ils ont étudié les sciences. Toutes les âmes savent qui elles sont, elles connaissent toute leur vie passée et chaque fois qu'elles s'incarnent, elles prennent conscience et savent où alors elles vont. En outre, elles peuvent voir leur évolution dans l'au-delà. Donc vous imaginez que en fait, eux, ils ont le droit de se souvenir de ce qu'ils ont fait dans leur vie passée. Ah oui, évidemment. Ça, c'était pour eux. Maintenant, on va parler des Lyrans, qui sont des porteurs de l'ancienne lumière. Et eux, ils sont considérés comme les premières âmes incarnées de notre univers, un peu comme les vieilles âmes. Ils ont
du courage, ils sont créatifs, ce sont des leaderships naturels. Ils sont inspirés par la créativité et encouragés par la souveraineté personnelle. Ils ont besoin de vivre selon leurs propres règles. C'est-à-dire qu'ils se mettent des règles à eux-mêmes, ils s'imposent des règles. C'est un peu déroutant parce que les Pléiadiens, eux, ils ont offert une façon différente de voir les choses et ça peut être un peu compliqué de s'imaginer qu'on se mette euh, des propres règles, mais quand vous regardez, c'est ce que nous faisons, nous aussi. On se met aussi des propres règles. On, on veut que ça se soit fait comme ça et on s'oblige à le faire. Donc quelque part, c'est pas si dénué de sens malgré tout. Coucou Chadou. Les descendants des Lyrans qui se sont développés pendant de longues périodes lors des conflits s'intéressent désormais à notre bien-être et se sentent particulièrement responsables à notre égard parce que nous reprenons leur position militante antérieure. Dans leur histoire, ils ont beaucoup perdu lors des conflits, détruits à plusieurs reprises et à chaque fois, ils ont perdu leur avance dans le progrès au niveau de la technologie. Selon leur histoire, ils se sont même installés dans notre système solaire sur une autre planète, une planète hospitalière qui a en fait été détruite par une guerre nucléaire, par des armes qui leur échappaient. Cela fait partie de leurs préoccupations quant à la manière dont nous utilisons notre science nucléaire. Ces lyrans nous aident maintenant d'une certaine manière avec leurs cousins dans les Pléiades, puis aussi les êtres de Vega. Euh, Mars, une planète hospitalière, faut aller là-bas en cas d'urgence. Et il faut un vaisseau pour ça. Et d'autres. On voit donc que bien que les licans soient beaucoup plus âgés en développement, ils sont un peu plus en avance sur d'autres, tout simplement. Et ils sont derrière eux. Et en tant que humanoïdes, ils apparaissent en même temps comme les extraterrestres. Certains sont en effet interconnectés dans le développement et ils ont clairement une origine commune. Et nos technologies en évolution attirent leur attention, bien évidemment. Et maintenant, ils sont là pour nous regarder et nous aider selon notre libre arbitre. On n'a pas beaucoup parlé de ce libre arbitre. Oui, je pense aussi qu'il a dû se passer quelque chose. En effet, je suis d'accord avec ça, Jérôme. C'est bon ça. Mais moi, je les préfère non glacés, hein. Donc, du coup, comment savoir quel... Là, on a terminé. Comment savoir quel starseed on est dans le sens... Quel starseed nous a apporté une petite graine pour notre évolution? Ben, il faut écouter son intuition. Quelle étoile ou constellation vous attire instinctivement? Observez vos talents innés, vos capacités, vos passions. Ça peut vous révéler votre origine stellaire.
Et surtout, connectez-vous avec votre âme par la méditation ou le travail énergétique qui peuvent vous aider à vous apporter des réponses. Voilà. Parce que sachez que quoi qu'on en pense, si les starseeds existent vraiment et si les starseeds font partie de notre monde, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, toutes les races dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce qui est fortement possible. Pourquoi Pourquoi certains ne se sentent pas en marge dans le monde? Pourquoi est-ce que certains se sentent complètement décalés? Ils ont l'impression de ne rien avoir fait à faire ici. Est-ce que c'est parce que on s'est incarné dans un monde de dualité et qu'on voulait changer les choses et que on a bien évidemment accepté de vivre ce que l'on vit et qu'on a signé notre contrat d'âme en pleine conscience et qu'on ne s'en rappelle pas. Et en plus, est-ce que on ne vient pas aussi d'ailleurs, est-ce que notre âme est une âme vraiment humaine ou est-ce que l'âme aurait été créée dans d'autres civilisations? Ça, je pense on n'est pas près de le savoir, hein. Je pense qu'on ne saura peut-être même jamais je pense qu'on n'aura jamais vraiment cette réponse.